Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir un ami de la Fondation qui est déjà venu pour présenter un précédent ouvrage. Je vais en parler. C'est Jean-Paul Huette, qui est un ancien officier supérieur de la gendarmerie, auteur de plusieurs biographies sur les grands maréchaux, notamment les biographies de maréchaux. Nous l'avons accueilli en 2021. C'était en 2021 pour un précédent ouvrage consacré à Dimitri Amilakvari, un prince combattant. Il est question aujourd'hui, dans cette conférence, de la présentation d'un grand militaire, d'un personnage de l'histoire plutôt méconnu, et donc cet ouvrage sera utile. Cet ouvrage sur Antoine Bétoir, qui est l'objet de ce livre qui sort, qui va sortir. C'est une primeur. Jean-Paul Huette va nous en parler évidemment, mais c'est pour nous une chance de pouvoir présenter cet ouvrage. Nous présentons avec Jean-Paul Huette Antoine Bétoir, né en 1889, et c'est l'homme de Narvik, mais c'est aussi l'homme de l'Autriche. C'est un Autrichien apprécié, reconnu, influent, en tout cas pour son parcours. Il a en Autriche également effectué des choses importantes, et nous avons l'honneur ici à la Fondation ce soir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur. Donc nous le remercions évidemment de cet honneur qu'il nous fait aujourd'hui de sa présence à la Fondation de la France Libre. Antoine Bétoir, pour rapidement évoquer quelques points qui nous paraissent très importants. C'est d'abord la même génération que le général de Gaulle. Il est de la même promotion de Saint-Cyr que le général de Gaulle ou que Alphonse Juin. C'est un combattant des deux guerres mondiales. C'est l'homme de Narvik, on l'a dit, mais il a été fait compagnon de la Libération en 1945. Il est élevé au grade de général d'armée en 1948, et il n'est pas seulement un brillant chef militaire, il est également ce diplomate, ce politique et l'homme de lettres que Jean-Paul Huette va nous présenter. Donc un ouvrage où nous avons la primeur aujourd'hui. C'est aussi un ouvrage qui comble une lacune, car il n'y avait pas encore de biographie réellement sur le personnage, sur Antoine Bétoir. Donc il n'avait pas fait l'objet d'une étude biographique complète, on va dire. Donc merci à Jean-Paul Huette d'être là ici ce soir pour nous présenter cet ouvrage et cette conférence qui sera à coup sûr riche et très utile. Voilà, merci, nous accueillons, et je vous demande de l'applaudir, Jean-Paul Huette. Merci Christophe pour ces mots bien sympathiques. Merci à la Fondation de la France Libre de m'accueillir une nouvelle fois dans ce lieu chargé d'histoire et de mémoire, et surtout de me donner le privilège de prononcer en primeur cette première conférence en relation avec la publication le 14 février de la première biographie du général Bétoir. Alors certains m'ont demandé pourquoi j'avais écrit sur le général Bétoir. Eh bien tout simplement, la genèse de ce livre, elle vient de mon précédent livre sur Dimitri Amilakvari. Lorsque j'ai travaillé sur Dimitri Amilakvari, bien entendu, j'ai travaillé sur la campagne de Norvège, et le commandant du corps expéditionnaire de la campagne de Norvège, c'était le général Bétoir. Et je me suis posé la question, alors, je ne possédais pas toutes les données sur le parcours de vie de Bétoir, et donc je me suis dit, tiens, je vais quand même m'intéresser à ce parcours, à cet itinéraire de vie, et là j'ai véritablement constaté que cet homme était un des plus brillants chefs militaires de sa génération. Non seulement militaire, mais diplomate, sénateur, politique et grand écrivain. Et là, je me suis dit, d'autant plus que j'ai pu vérifier qu'il n'y avait aucune biographie écrite sur ce personnage, il y a une lacune, en effet, il y a une grosse lacune, et il y a un devoir d'historien à faire, et donc je m'y suis plongé il y a à peu près 2 ans. Et j'ai eu la joie aussi de pouvoir travailler avec les descendants du général Bétoir, et je salue la présence ce soir de Valérie Dolic et de sa fille. Valérie Dolic est une des petites filles du général Bétoir, avec qui on a échangé, et je pense qu'elle est aussi très contente de voir un livre sorti sur son grand-père. Donc voilà ce qui m'a amené à écrire sur le général Bétoir. Alors, qui est le général Bétoir? Parce que je me suis aperçu depuis l'écriture, ou même en travaillant sur ce livre, qu'il était totalement méconnu, même dans le milieu des armées.
Je me suis aperçu que dans le milieu des armées, certains camarades ou d'autres étaient incapables, à part me situer quelques faits d'armes du général Bétoir, me situer à peu près l'itinéraire de vie du général. Donc il est né en effet le 17 décembre 1889 à Dole. Dole, c'est dans le Jura. Il est issu d'une famille originaire de Picard, de Marcanterre. Mais pourquoi Dole? Tout simplement parce que Émile Bétoir, qui était le papa de Antoine, était conservateur des hypothèques, qui maintenant est un peu la délégation des finances publiques, on dirait, c'est un peu en rapport, était conservateur des hypothèques et donc en poste à Dole, dans le Jura. La maman du jeune Antoine, c'est Marie-Rosalie de Vienne. C'est une Picarde également, d'origine picarde. Elle va être mère au foyer et elle va donc élever ses 3 enfants, puisque Antoine aura 2 sœurs, une famille de 3 enfants. Donc c'est une femme aimante qui va éduquer ses enfants avec une éducation stricte qui correspond à la période du début du XXe siècle, avec notamment dans le culte du patriotisme, qu'on le retrouvera toute la vie, pendant toute sa vie sur le général Bétoir. Dole, c'est également un environnement montagneux. Et les parents du jeune Antoine étaient fanats de ski et de randonnée. Et bien entendu, ils vont emmener avec eux leurs enfants. Et c'est là que le jeune Antoine va apprécier le ski, va être un excellent skieur et les randonnées. Et on peut dire que c'est la genèse, dans ces années 1905, 1906, 1900, c'est la genèse du futur chasseur alpin qui naît à Dole. Ils vont quitter rapidement Dole. En début du XXe siècle, ils vont aller rejoindre la ville natale de Peggy, à Orléans, où le papa est nommé conservateur des hypothèques. Et il va passer donc finir sa scolarité à Orléans jusqu'au baccalauréat, qu'il va obtenir brillamment. Et arrivé à l'âge de 16-17 ans, il va faire part à ses parents de son souhait de servir dans la carrière des armes et de devenir officier. Pour préparer Saint-Cyr du mieux possible, quoi de mieux que l'école Sainte-Geneviève, bien sûr, surnommée Ginette, rue des Postes à Versailles. Et donc il va intégrer cette école en 1907-1908. Et il aura 2 camarades qui seront célèbres, le fils du maréchal Foch, Germain Foch, qui décédera pendant les guerres 14-18, et un certain Jean Delattre de Tassigny. Il va donc préparer Saint-Cyr. Malheureusement, il va échouer une première fois au concours de Saint-Cyr. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas camarade de promotion de Jean Delattre de Tassigny. Comme on dit dans le jargon militaire, il a droit à une 2e cartouche. Il retente donc Saint-Cyr, et là, il réussit. Il réussit, et donc il va intégrer la promotion Fès entre 1909 et 1912. 1909, il va d'abord faire 1 an dans un régiment, comme il était de coutume à cette période, en tant que soldat. Et ce n'est pas par hasard qu'il va choisir le 159e régiment d'infanterie alpin de Briançon, montagnard qu'il était. Donc il va découvrir, il va porter le béret et la ceinture de flanelle bleue pendant 1 an à Briançon. Il rejoint donc Saint-Cyr en 1910, de 1910 à 1912, et là il a 2 camarades de promotion qui vont devenir célèbres dans notre histoire, Charles de Gaulle et Alphonse Juin. Donc on retrouve dans cette même promotion Bétoir, de Gaulle et Juin. Il va finir 139e sur 211. C'est un classement relativement modeste, sachant que le futur maréchal Juin sera major de promotion, et de Gaulle 13e. D'ailleurs, quand on lit la notation de ses professeurs à Saint-Cyr, quand il sort, c'est « jeune officier qui n'est pas dépourvu de moyens, mais qui est de nature un peu apathique, et qui ne fera un bon officier que s'il se secoue un peu. » Vous voyez? Donc une notation qui n'est pas forcément qui est sévère, bien. Mais Bétoir sait que sa carrière va véritablement commencer maintenant, après donc le choix de son affectation. Et comme choix de son affectation, il ne pouvait choisir qu'un régiment alpin. Il ne veut pas d'une armée coloniale, comme beaucoup de ses camarades de l'époque prenaient une armée coloniale, et lui il décide le choix du 152e régiment d'infanterie, qui est situé à Gérardmer. Gérardmer qui avait accueilli en son temps le maréchal Lyotet, le futur maréchal Lyotet. Donc voilà, donc il est content, il va retrouver les Vosges, et il va servir comme jeune lieutenant en 1912-1913 à Gérardmer. Et puis arrive bien entendu 1914, la Grande Guerre, et là donc il va partir très rapidement donc, avec ses hommes, jeunes lieutenants, donc sur le front. Dans un premier temps, il va avoir des missions exclusivement de surveillance et de contrôle, notamment à la frontière des Alpes, et on va le retrouver. Et puis à un moment, le 152e part, et il va combattre
pendant la bataille des frontières, ce qu'on appelle, et la course à la mer. C'est un jeune lieutenant déjà qui montre de l'audace et qui montre surtout des qualités de commandement. Alors de commandement, pas simplement par ses galons, mais surtout de commandement humain aussi. C'est ce qui ressortira pendant toute sa carrière chez Bétoir. Il y a le commandement, il y a des ordres, il y a également le côté humain où il respectera toujours ses soldats. Donc avec le 152e, il fait donc toute la fin de l'année 1914, et puis sur un appel à volontaires, il va rejoindre le 158e régiment d'infanterie, qui est également un régiment alpin, et là, on va le retrouver pendant toute la Grande Guerre au sein de ce régiment. Il va batailler, bataille d'Artois en 1915, on va retrouver à Verdun en 1916, on va retrouver à la Somme en 1916, 1917, l'offensive de Chemin des Dames, le Mont Kemmel. Vous voyez, donc c'est véritablement un combattant. Il fait toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Il est nommé capitaine, il va juste en 1918 quitter ce 158e régiment d'infanterie tout simplement à cause d'une blessure, pour rejoindre le 146e régiment d'infanterie et pour se battre à Saint-Mihiel. Il finit la Grande Guerre avec 3 blessures, dont une sérieuse à l'épaule, 3 blessures, 3 citations, chevalier de la Légion d'honneur et le grade de capitaine. Donc ces chefs hiérarchiques remarquent en lui un futur grand chef, avec des qualités notamment manœuvrières. C'est ce qui ressort de cette Première Guerre mondiale. Déjà, on sent le manœuvrier, on sent celui qui va maîtriser la technique, la tactique, l'art opératif, et qu'on retrouvera notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il fait une très très brillante Première Guerre mondiale. Arrive la période de l'entre-deux-guerres. À la fin de la Première Guerre mondiale, il fait véritablement un bref passage en Rhénanie, dans la zone d'occupation française. Il y reste que quelques semaines, quelques mois, et il répond à un appel à volontaires pour une mission de coopération en Finlande, en 1919. On va le retrouver donc à Viborg, qui est totalement dans le nord de la Finlande, une mission de coopération militaire où il est chargé de former les troupes finlandaises, bien entendu, dans le combat en montagne. Pour lui, c'est très intéressant à 2 points de vue. Déjà parce que c'est une formation, c'est l'aguerrissement en montagne dans un territoire scandinave qui n'est pas facile, et surtout les conditions climatiques. Les conditions climatiques, il fait froid, c'est des conditions de combat qui sont difficiles, et c'est une des raisons pour lesquelles on retrouvera Bétoir nommé en Norvège beaucoup plus tard, on en parlera tout à l'heure. Le choix des chefs hiérarchiques, sachant que Bétoir avait déjà vécu ce genre de situation climatique notamment. Donc il rejoint la France en 1920, il va dans un état-major, et là il prépare l'école de guerre. La fameuse école de guerre, indispensable pour celui qui veut monter, qui veut essayer d'avoir ses étoiles. Donc il prépare l'école de guerre, 1920, il va y rester 2 ans, jusqu'en 1922. Et là il en sort un peu insatisfait, mécontent. Pourquoi? Parce qu'il trouve chez la doctrine d'emploi de l'école de guerre un certain conformiste. C'est-à-dire les erreurs de 1914-1918 n'ont pas été retenues, et on est toujours sur un système défensif. Et Bétoir comprend qu'on se trompe, comme d'autres de ses camarades d'ailleurs de l'école de guerre. On se trompe tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte l'évolution des armes, on ne prend pas en compte l'évolution des moyens, et notamment de l'évolution de l'arme blindée. Et on est véritablement, en 1922, ce qui ressort de tous les gens qui sortent de cette école de guerre de 1922, on est dans une doctrine qui est totalement dépassée du système défensif. De 1922 à 1931, on va le retrouver alternant des postes d'état-major, passage obligé, qui ne vont pas forcément lui plaire, et des passages en opérationnel. Et tous ces postes opérationnels qu'il va faire entre 1922 et 1931 seront des postes montagnards. Donc là, on sent véritablement l'amour du chasseur alpin, le véritable chasseur alpin. On va le retrouver, il va revenir au 159e régiment d'infanterie de Briançon, et puis il va avoir un poste très intéressant, puisqu'on va le nommer professeur au centre d'études tactiques de montagne à Grenoble. Et pour lui, c'est la consécration. Ça veut dire qu'on reconnaît son savoir-faire, on reconnaît sa capacité opérationnelle en combat de montagne, et pour lui, c'est très 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 intéressant. Et là, il va sortir son premier livre qui va s'appeler le livre de l'Alpin, et qui va être surnommé même le bréviaire de l'Alpin. Et pour les chasseurs alpins, ça va être véritablement le livre de chevet, pendant des années. C'est véritablement le livre de chevet des montagnards. Donc c'est son premier livre, le livre de l'Alpin. Il passe chef de bataillon en 1928,
chef de bataillon en 1928, il a 39 ans, il est dans la norme, une norme tout à fait normale. Et là, on lui donne, en 1931, il apprend qu'on le nomme attaché militaire adjoint en Yougoslavie. De nouveau, on l'envoie à l'étranger, en Yougoslavie. Alors déjà, en Finlande, il avait fait preuve de qualité de diplomate, et là commence déjà à naître le futur diplomate qu'on va connaître en Yougoslavie. Mais, monsieur l'ambassadeur, son excellence le sait très bien, c'est en Autriche qu'il fera œuvre le plus sa diplomatie, la diplomatie. Donc il part en Yougoslavie en 1931, il arrive dans un climat très particulier en 1931. La Yougoslavie, ça a été créé après 1918, c'était le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, et la Yougoslavie ne prend le nom de Yougoslavie qu'en 1930, suite à une petite révolution qui met au pouvoir le roi Alexandre Ier. Il est reçu par le roi Alexandre Ier, qui est quand même un honneur, avec le général Le Petit qui était l'attaché militaire, et le roi Alexandre donne à Bétoir comme rôle de former les troupes de montagne yougoslaves au rudiment du combat en montagne. Il a eu écho en effet du savoir-faire de Bétoir dans le combat en montagne, et donc il veut qu'il forme ses personnels. Bétoir donc reçoit la mission, mais Bétoir s'aperçoit très tôt que ça va être très difficile, une mission très difficile, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'union dans l'armée yougoslave. Il y a eu un conflit de nationalité qui est permanent entre les Croates et les Serbes, et qu'il est absolument impossible de faire travailler les Croates et les Serbes ensemble. Et il en fait part, il fait un rapport qu'il va donner au roi Alexandre, en mentionnant qu'en effet, déjà, il est franc avec le roi Alexandre, il mentionne de grosses lacunes au niveau militaire de ses soldats, qu'il y a énormément de travail à faire, et que le conflit des nationalités est vraiment récurrent, et que ça peut être un problème pour la Yougoslavie pour la suite. Il rentre en France en 1933, très court séjour à l'état-major, au 3e bureau, et là, il est reconvoqué à l'état-major des armées en lui mentionnant qu'il est de nouveau rappelé en Yougoslavie, mais cette fois-ci pour être attaché militaire. Et c'est le roi Alexandre Ier, puisque le général Le Petit avait fini son séjour et est rentré en France, qui demande à ce que ce soit Bétoir, l'attaché militaire, qui vienne prendre le poste. Donc c'est une très grande reconnaissance de Bétoir. Donc Bétoir retourne en Yougoslavie, on est en 1934, en septembre 1934. Première mission de Bétoir, c'est de retourner en France pour reconnaître, préparer le voyage présidentiel que va faire le roi Alexandre en France en 1934, en octobre 1934. Donc Bétoir repart en France, s'entretient donc avec les états-majors français, avec le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, et attire l'attention sur le fait qu'il y a des menaces d'attentat sur le roi Alexandre. Il y a les Croates Ustashi qui ont déjà essayé un an auparavant d'attenter à ses jours, et Bétoir craint qu'il y ait en effet des menaces en France sur la vie du roi Alexandre. Visiblement, il constate qu'il n'est pas très pris au sérieux. Le 8 octobre, il fait une réunion à l'Élysée où il se fait démontrer le protocole des forces de l'ordre mis en place, et il constate qu'il est très léger. Très léger, et il s'aperçoit que visiblement on ne l'a pas beaucoup écouté sur les menaces d'attentat. Le lendemain, 9 octobre, le roi Alexandre arrive à Marseille. Il est attendu par le ministre des Affaires étrangères, Bartuk, et il y a également présent le général Georges. Donc le général Bétoir les accompagne. Donc tout ce petit monde prend place dans les différentes calèches qui sont mises à disposition pour le convoi. Et quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, des coups de feu éclatent et le roi Alexandre est tué, assassiné. Le ministre des Affaires étrangères, Bartuk également, par un Croate Ustashi. Le général Georges est grièvement blessé. Bétoir est dans la 4e calèche avec des officiers yougoslaves. Immédiatement, il entend les coups de feu, il sort de la calèche, il se déplace immédiatement dans la première calèche, et en effet, il ne peut que constater que le roi Alexandre et le Bartuk ont été assassinés et sont morts. Il rentre dans une colère très violente, parce qu'il se rend compte que le dispositif était d'une négligence et d'une lacune totalement inadmissible. Il en fait part d'ailleurs à la France, et il rentre en Yougoslavie en fin 1934, en étant véritablement en colère parce qu'il n'a pas été écouté, et qu'il considère que, en effet, la France a manqué à ses devoirs en protection d'autorité au mois d'octobre. Il va rester en Yougoslavie jusqu'en 1938. Il passe lieutenant-colonel. Gamelin vient le voir en 1937, Gamelin qui est le généralissime,
le voit et lui demande quel régiment il voudrait avoir en rentrant de France, en rentrant en France. Et Bétoir ne se démonte pas, il dit de toute manière il faut aller au culot, et je demande à Chambéry la 5e demi-brigade de chasseurs alpins, si je peux l'avoir, c'est très bien. Et Gamelin va tenir parole, puisqu'il arrive en août 1938, on lui donne le commandement de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins de Chambéry. Donc il est très satisfait, il revient à la montagne, il revient à ce qu'il sait mieux faire, commander des montagnards, et pour lui c'est la meilleure des reconnaissances. On arrive bien entendu à 1939. 1939, avec son régiment, c'est le début de la drôle, ce qu'on a appelé Roland d'Orgelès, surnommé la drôle de guerre, hein, entre mai et juin 40. Avec le 5e demi-brigade de chasseurs alpins, il va surveiller la frontière des Alpes, et il va se retrouver à un moment près de la ligne Maginot, à Bitche. Il fait essentiellement avec son régiment des missions de renseignement, de contrôle, de surveillance, hein, puisque pendant la drôle de guerre, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, sauf en Scandinavie, au nord de la Scandinavie, où en novembre 1939, l'URSS attaque la Finlande. La Finlande n'a pas voulu accepter de mettre des bases militaires à la disposition de l'URSS, donc l'URSS attaque la Finlande en novembre 1939 fortement. Et va être très surprise d'ailleurs de la résistance des Finlandais, qui vont véritablement être héroïques pour défendre leur pays. C'est la raison pour laquelle, en janvier 1940, Bétoir est convoqué au Grand Quartier Général à Vincennes. En janvier 1940, il est convoqué par Gamelin. Il se présente donc devant Gamelin en janvier 1940, et Gamelin lui fait part qu'il lui confie une mission, mettre en place une brigade de haute montagne, de façon à venir en aide aux Finlandais, en coopération avec les Britanniques. Et cette mission de venir en aide aux Finlandais sera sous commandement britannique. Donc la mission de Bétoir, elle est reçue, c'est de mettre en place une brigade de haute montagne et de bénéficier en même temps d'autres régiments. Et lorsqu'il revient en France, donc il met en place plusieurs bataillons de chasseurs alpins et il demande le renfort de la Légion étrangère. Dans ce corps expéditionnaire, il inclut la Légion étrangère, ça va être la fameuse 13e DBLE, hein, qui va venir en aide, et également une brigade polonaise. Donc voilà, le corps expéditionnaire, c'est des chasseurs alpins, la Légion étrangère, la 13e, et une brigade polonaise. Donc, ce petit monde se retrouve dans l'Ain, à Belley, pour se former. Et Bétoir va être très dur, parce qu'il veut que ces gens soient totalement opérationnels. Et donc, dans l'Ain, les conditions climatiques ne ressemblent pas, bien entendu, à ce qui va se passer en Scandinavie, mais c'est des rusticités. Et donc, ils vont s'entraîner très durement au combat en montagne. Et notamment avec les légionnaires et avec les brigades polonaises qui n'étaient pas forcément habituées à combattre en montagne. Et ils vont devenir très, très performants. Mais malheureusement, les Finlandais vont, en début 1940, ne vont pas pouvoir tenir et donc capitulent et demandent un cessez-le-feu avec l'Union soviétique. Donc l'opération qui devait se dérouler en Finlande capote et cesse. Mais les Alliés, les Britanniques, notamment le Conseil suprême interallié franco-britannique, décident quand même de mettre en place un corps expéditionnaire pour aller en Norvège. Pourquoi en Norvège? Tout simplement parce que le minerai de fer suédois transitait par le port de Narvik et alimentait la machine de guerre allemande, bien sûr. Donc il fallait mettre un veto et que l'on envoie un corps expéditionnaire pour aider les Norvégiens à garder leur neutralité. Or, le 9 avril 1940, de façon surprenante, Hitler attaque. Hitler attaque et envahit le Danemark et la Norvège, anticipant une action des Franco-Alliés. Donc l'offensive est brutale, la Norvège, tous les ports norvégiens sont envahis, et le Danemark aussi. Donc ce corps expéditionnaire, eh bien, il doit partir rapidement en Norvège. On est au mois de mai 1940. Et donc je ne vais pas détailler la campagne de Norvège parce qu'elle mériterait à elle-même une conférence. Donc on est en mai 1940 et Bétoir est nommé chef du corps expéditionnaire. Le commandement de ce corps expéditionnaire franco-allié est confié à l'amiral Cork, un Britannique, avec comme adjoint Mackenzie. Avec Cork, Bétoir va très bien s'entendre. Avec Mackenzie, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et là, on va voir la perspicacité et l'audace de Bétoir qui va imposer son idée de manœuvre pour Bjervik et Narvik aux Anglais.
C'était pas gagné, parce qu'imposer quelque chose aux Anglais, c'est pas forcément gagné d'avance. Et là, Bétoir, qui s'entendait bien avec Cork, va imposer le débarquement à Biervik, et après le débarquement à Niervik, alors que Mackenzie voulait une opération terrestre, essentiellement terrestre par des montagnes, ce qui allait être en conséquences humaines terribles, et ce que Bétoir ne voulait pas. Bétoir a toujours été très près du sang de ses hommes, et il considérait qu'un débarquement naval à Biervik et après une intervention à Narvik était la meilleure solution. Et il va imposer ses voies son idée de manœuvre. Dans Biervik, c'est le 13 mai, c'est une réussite. Une parfaite réussite en 2 jours, hein, que ce soit les légionnaires, la brigade polonaise, les soldats norvégiens de Fleischer, qu'il ne faut pas oublier, ils étaient peu nombreux, mais c'est des vaillants combattants, et bien entendu les Anglais. Biervik est pris rapidement, et donc maintenant on se porte vers Narvik, qui est prévu, le débarquement est prévu le 28 mai. Le 26 mai, on avise Bétoir qu'il va devoir arrêter. Il va devoir arrêter l'offensive en Narvik, tout simplement parce qu'en France, vous savez bien, depuis le 10 mai, eh bien, il y a l'offensive allemande, il y a une défaite qui malheureusement en 6 semaines va apparaître, et on a besoin de renforts, et on a besoin de tout ce monde combattant en France. Donc on demande à Bétoir de cesser et de revenir en France. Bétoir accepte, mais demande avant tout à prendre Narvik, pour 2 raisons. Premièrement, une question d'honneur par rapport aux Norvégiens. On a donné l'honneur aux Norvégiens qu'on allait les aider, et Bétoir considère qu'il faut prendre Narvik de façon à repousser les Allemands sur la frontière suédoise, de façon à protéger les Norvégiens. Ça, c'est une question d'honneur. Et la deuxième raison que Bétoir veut mettre en avant, c'est tout simplement que pour protéger l'embarquement de ces hommes, pour le réembarquement en France, il faut tenir Narvik. Sinon, la Luftwaffe et puis les chasseurs alpins allemands, qui sont de vaillants combattants, hein, sous la coupole de Dietl, vont faire beaucoup de morts dans le corps expéditionnaire. Donc ça, il veut protéger le réembarquement. Donc l'opération Narvik va se faire, hein, parce que Bétoir le veut, le 28 avril, et ça va être un succès, hein, les légionnaires vont être remarquables, les chasseurs alpins également, et la brigade polonaise, qu'il ne faut jamais oublier également. Ce qui fait que les Allemands sont repoussés jusqu'à la frontière suédoise. Et le 2 juin, on dit à Bétoir, bon stop, ça suffit maintenant. Parce que Bétoir continuait. Bétoir, le but, c'était de les envoyer complètement en dehors de la Norvège. Et on lui dit non, ça suffit. Ordre vous est donné de vous replier et de réembarquer. Donc Bétoir accepte, hein, c'est quand même un ordre qui vient de haut lieu. Donc il accepte. Et avant de quitter Narvik, le maire de Narvik réunit l'ensemble du corps expéditionnaire dans la ville de Narvik. Et Bétoir prend la parole. Et il va déclarer: c'est la mort dans l'âme que je quitte la Norvège. Je laisse sur votre sol ce que j'ai de plus précieux, mes morts. Je vous les confie comme un gage d'inaltérable amitié de la France pour la Norvège qui redeviendra libre. Voilà ce que dit Bétoir avant de quitter la Norvège, tout en sachant que dès que la France et les Anglais ont quitté la Norvège, l'Allemagne réenvahit la Norvège et la Norvège sera occupée jusqu'en 1945. Donc voilà, donc une campagne de Norvège très brillante, c'est la seule victoire des Alliés en 1940, française en 1940, avec, il ne faut pas oublier non plus la bataille des Alpes contre l'Italie, qui a été aussi une victoire, mais véritablement, la campagne de Norvège, c'est la seule victoire en 1940 des Français. Et on la doit donc à ce corps expéditionnaire commandé par Bétoir. Bétoir est cité alors de l'armée, hein, et va passer colonel plein. Et donc c'est véritablement une campagne qui n'était pas facile, tout simplement parce qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites, pas par les Français, l'erreur de logistique. La logistique n'est jamais pratiquement arrivée en Norvège, donc les combattants ont dû faire avec. Et puis une erreur de communication et de coopération c'était la première véritablement coopération entre les Alliés, et erreur, pas beaucoup, chacun a combattu un peu dans son coin, que ce soit les Anglais ou les Français ou même les Norvégiens, et ce qui fait que c'est une bonne expérience pour la suite, mais c'est véritablement une grande réussite, et Bétoir en est le grand réalisateur. Tout ce petit monde donc rentre en France, et Bétoir arrive à peu près le 13 juin en Angleterre, et repart immédiatement en France. Il arrive en France le 14 juin, jour malheureux, puisque le 14 juin c'est le jour où les Allemands défilent sur les Champs-Élysées, et Bétoir est reçu par Weygand.
Et Weygand commence à parler à Bétoir d'armistice, de demande d'armistice en cours, qui va avoir lieu dans les jours prochains. Et là, Bétoir se met dans une colère monstre en disant qu'il est hors de question de faire un armistice, on a encore du potentiel, que ce soit en Afrique du Nord. Donc non, en général, un armistice, c'est scandaleux. Weygand lui impose, ne veut rien savoir, et Weygand dit à Bétoir, vous vous rendez en Bretagne avec vos hommes pour défendre le réduit breton. Le réduit breton, c'était un projet de Reynaud, hein, un projet à la fois politique et militaire, où on rassemblait les forces françaises, on bénéficiait des ports de Saint-Malo, de Lorient et Brest, pour éventuellement évacuer les troupes. Bon, ça a été une chimère, hein, ça n'a pas tenu. Et Bétoir arrive donc le 15 juin en Bretagne, et constate très rapidement que c'est une mission impossible. Tenir le réduit breton, c'est une mission impossible. Premièrement, la 10e armée qui était en Bretagne a baissé les bras. La plupart ont baissé les armes, donc c'était impossible. Et deuxièmement, les Allemands sont pratiquement là. Les Allemands ont commencé à envahir à peu près tous les départements bretons, donc ils considèrent qu'ils vont se faire reprendre et ils vont être prisonniers. Donc il rejoint Brest avec tout son corps expéditionnaire, la DBLE et puis les chasseurs alpins, et donc direction l'Angleterre. Il arrive en Angleterre donc quelques jours après. Il n'a pas entendu l'appel du 18 juin. Sur le 18 juin, il n'a pas entendu l'appel. Il apprendra que lorsqu'il arrivera juste en Angleterre. Et il demande à être reçu par le général de Gaulle en Angleterre. Il est reçu par le général de Gaulle le 26 juin. Donc là, il retrouve son ami, son compagnon de Saint-Cyr. Hein, donc ils partent. Bon, il y a des discussions de principe. Hein, ce sont des amis. Et puis, à un moment ou à un autre, de Gaulle et Bétoir parlent de la situation. Et de Gaulle demande à Bétoir ce qu'il compte faire. Et Bétoir lui dit au général qu'il comprend l'initiative de Gaulle, il comprend en effet et qu'il approuve le fait qu'il se trouve en Angleterre pour monter la France libre, mais que lui va rejoindre l'Afrique du Nord. Il va rejoindre l'Afrique du Nord tout simplement parce qu'il a 7000 soldats, à la fois des chasseurs alpins et à la fois des gens qui arrivent de Dunkerque, qui veulent rentrer en France. Et il faut bien être conscient qu'il y en a très peu qui vont rester en Angleterre. Même il n'y a que la 13e DBLE, quelques chasseurs alpins et quelques autres Français qui vont rester en Angleterre. Mais la plupart des soldats ont souhaité rentrer en France, et donc ils sont 8000 à peu près à vouloir rentrer en France. Et Bétoir considère que son rôle de chef, c'est de raccompagner ces gens en Afrique du Nord et en France, tout simplement parce qu'ils vont traverser la Manche, et ils risquent d'être torpillés. Et il ne veut pas abandonner ces gens qui rentrent, il veut être présent. Et lui considère qu'en Afrique du Nord, on peut encore monter une armée et combattre. Et de Gaulle et Bétoir s'entendent, ne se fâchent pas. De Gaulle et Bétoir se disent même qu'on va se retrouver bientôt et qu'on va recombattre. Donc il accepte. Alors plus tard, d'aucuns diront que Bétoir a lâché de Gaulle le 26 juin en ne restant pas à Londres. Je m'inscris totalement en faux là-dessus. Bétoir avait eu un cas de conscience. Il voulait raccompagner ses soldats, et lui, il considérait qu'en Afrique du Nord, on pouvait encore combattre. Et donc, c'est un autre choix qui est aussi valable que celui du général de Gaulle. Et d'ailleurs, les deux hommes en étaient tout à fait conscients. Donc, non, Bétoir ne lâche pas de Gaulle, il va rétablir quelques vérités quand même, ne lâche pas de Gaulle le 26 juin, simplement il choisit une autre voie. Il considérait peut-être que c'était une aventure un peu difficile, la France libre, et il préfère donc assurer un deuxième choix si de Gaulle ne réussissait pas, tout simplement. Et donc, il arrive en Afrique du Nord, et là, il est reçu le 11 juillet 1940, il est reçu par le général Noguès. Le général Noguès était le commandant en chef des troupes en Afrique du Nord. Il faut savoir que le général de Gaulle avait contacté Noguès très tôt, et lui avait demandé éventuellement de le rejoindre au sein de la France libre, et de prendre un haut commandement. Noguès avait refusé. Donc Noguès était resté fidèle au gouvernement de Vichy. Et donc Noguès reçoit Bétoir, et ils ont une longue discussion, et Noguès nomme à la subdivision de Rabat Bétoir. Bétoir a pour mission de former l'armée d'Afrique, d'essayer de mettre en place cette armée d'Afrique, de façon à prévoir éventuellement un futur combat. Bétoir donc se rend à Rabat, et puis se rend compte qu'il y a quand même un sentiment très anglophobe et très pétainiste dans les gens qu'il rencontre. Ça l'inquiète un petit peu, mais il décide donc de tout faire pour que l'armée d'Afrique prospère. Et puis il commence à demander à certains soldats et à demander à certains hommes de cacher des munitions et des armes, dans le but
d'un futur débarquement, parce que Bétoir était persuadé qu'il y aurait un débarquement en Afrique du Nord, dans le but d'un futur débarquement, et donc on commence à cacher des munitions et des armes. Et puis Bétoir va être nommé officier de liaison des commissions d'armistice. Donc Noguès le nomme officier de liaison des commissions d'armistice, c'est-à-dire que Bétoir va être confronté avec les Allemands et les Italiens. Il n'a pas tellement envie de le faire, mais bon, c'est pas ce il le fait parce qu'on lui donne l'ordre, et il va tout faire pour que ces commissions d'armistice ne réussissent pas. C'est-à-dire qu'il va cacher des choses, il va empêcher la commission d'armistice de tout vérifier, il va leur faire croire que l'armée d'Afrique, elle ne grandit pas, elle ne vaut pas grand-chose, alors que c'est le contraire. Et à un moment, il s'attire les foudres de Vichy, et il reçoit un blâme de Vichy. Bétoir reçoit un blâme de Vichy, fin 1941, Vichy qui considère qu'il ne met pas un bon cœur à servir les commissions d'armistice, et qu'il n'aide pas les commissions d'armistice allemandes et italiennes. Donc il reçoit un blâme de Vichy, mais peu lui importe, un blâme, c'est pas ça qui va le tracasser, il poursuit donc cette reconstruction de l'armée d'Afrique, il prend contact avec des mouvements de résistance au Maroc, il y a déjà un gros mouvement de résistance en Algérie, qui va véritablement peser sur le futur débarquement, et puis l'Allemagne demande son retrait d'officier de liaison de la commission d'armistice. L'Allemagne voit bien que Bétoir ne fait absolument pas d'effort, fait ce qu'il faut faire, mais vraiment dans la limite minimum. Et l'Allemagne demande à ce que Bétoir soit relevé d'officier de liaison. Noguès le garde quand même. Et puis arrive 1942, et là il se passe vraiment quelque chose, puisque en 1942, il y a Giraud qui commence à arriver en Afrique du Nord. Giraud s'est évadé de Königstein, et les Américains cherchent un chef en Afrique du Nord. Donc ils vont jeter leur dévolu sur Giraud, parce que Roosevelt ne voulait surtout pas entendre parler de Gaulle. C'était le considérer comme un dictateur et comme quelqu'un à qui on ne pouvait pas confier quelque chose. Donc c'est la carte Giraud. Il faut savoir que le nom de Bétoir a été proposé pour être responsable en Afrique du Nord, commandant en chef. Et c'est le consul américain Murphy qui va refuser. Il considère que Bétoir n'a pas la notoriété d'un Giraud, d'un De Gaulle, est trop jeune, et n'a pas le poids pour tenir ce poste. Mais Bétoir a été proposé, et donc c'est Murphy qui refuse. Donc Giraud arrive en Afrique du Nord, et Giraud reçoit à un certain moment Bétoir, et l'envoie à la division de Casablanca, pour commander la division de Casablanca. Et puis, à un moment, eh bien, la rumeur d'un débarquement commence à arriver. L'opération Torche se met en place, et Giraud voudrait savoir si Bétoir est prêt à prendre le commandement à Casablanca d'un dispositif en cas de débarquement. Donc il est demandé à Bétoir, et Bétoir, mis dans la confidence en même temps du projet de débarquement de l'opération Torche, répond « Je n'avais jamais servi sous les ordres du général Giraud. Je l'avais vu une fois ou deux quand il était gouverneur à Metz, mais la réputation dont il jouissait dans l'armée était telle que je n'eus pas la moindre hésitation, j'étais incontestablement intéressé. » Bétoir est intéressé en effet pour faciliter les Alliés pour en effet faire ce débarquement, et notamment agir à Casablanca et à Rabat. Donc il considère qu'il peut travailler avec Giraud. Alors Giraud est un excellent militaire, on verra qu'il sera un piètre politique, et ce qui conduira à sa perte. Donc voilà. Donc pendant toute l'année 1942, Bétoir va préparer cette armée d'Afrique. Il va faire le tour des popotes, il va regarder comment ça se passe, comment est l'ambiance générale. Il constate qu'il y a quand même beaucoup encore de gens qui sont plus vichysois, donc ça l'inquiète un petit peu. Et puis, mais il commence à mettre un peu ses pions. Et puis arrive le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche, l'opération de débarquement. Et là, le général Noguès décide d'empêcher les Alliés de débarquer. C'est-à-dire qu'il demande aux troupes vichysoises d'empêcher les Alliés de débarquer. Là, Bétoir n'accepte pas. Bétoir est en première ligne. Bétoir se rend à Rabat et pour rencontrer Noguès. Immédiatement qu'il est arrivé au QG de Noguès, il est arrêté. Il est arrêté sur ordre de Noguès, arrêté avec ses hommes qui l'accompagnent, et emprisonné à Meknes. On l'accuse de trahison, de complotisme, et passible de la peine de mort. Donc il va être jugé par un tribunal militaire, passible de la cour martiale, dans les jours qui suivent le débarquement de l'opération Torche.
Là, à un moment donné, Noguès voit qu'il visiblement il n'arrivera pas à empêcher le débarquement, donc il marche arrière et il décide de cesser la résistance par rapport aux Alliés. Et Patton intervient. Et Patton demande à ce que Noguès libère tous les officiers et sous-officiers qui ont été arrêtés, dont le général Bétoir. Noguès accepte. Noguès ne veut pas, donc fait marche arrière et considère qu'il veut obéir aux Américains. Donc il libère Bétoir, Bétoir est libéré. Et la seule condition, c'est qu'il n'en veut plus au Maroc. La seule condition que met Noguès, c'est je ne veux plus de Bétoir sous mon commandement au Maroc. Alors, que se serait-il passé si Patton ne serait pas intervenu? Je suis très dubitatif et je pense qu'en effet, Bétoir aurait très bien pu être exécuté avec ses comparses, je pense. Donc Bétoir quitte le Maroc, puisque Noguès n'en veut plus, et il rejoint Alger. Il est reçu par le général Giraud. Et le général Giraud, il est nommé général de division. Nommé général de division, j'avais oublié qu'il avait été nommé général de brigade juste en sortant de la campagne de Norvège. Donc il a ses étoiles, et il est nommé général de division le 19 décembre 1942. Et là, Giraud lui confie une mission importante, aux États-Unis. Une mission aux États-Unis, la mission militaire, notamment de convaincre les Américains d'armer l'armée d'Afrique. Donc il part aux États-Unis, 1943, à une mission difficile, parce que c'était pas gagné, convaincre les Américains d'armer l'armée d'Afrique, et puis surtout, aux États-Unis, il y a déjà une autre délégation, c'est la délégation de la France combattante, qui est prise par le colonel de Pierre de Chevigné, ce commandement de Pierre de Chevigné. Et en arrivant aux États-Unis, Bétoir demande à rencontrer de Chevigné. Parce qu'il considère que le but est le même pour les deux délégations et qu'il doit être possible de travailler ensemble. C'est-à-dire que lui, la délégation giroudiste, on va dire, et la délégation de la France combattante doivent travailler ensemble pour arriver à le but ultime, c'est-à-dire d'armer l'armée, convaincre les Américains, puis que l'armée d'Afrique soit armée, et que les navires qui vont transiter par les États-Unis pour être réparés soient également pris en compte par les États-Unis. Ça se passe relativement bien, même si Bétoir dit qu'il n'est pas convaincu que de Chevigné a envie vraiment de travailler avec lui. Mais ça se passe relativement bien parce que Bétoir est un fin diplomate. C'est un fin négociateur. Il a la subtilité du diplomate. Et donc il va réussir quand même à travailler avec la France combattante. Il réussit parfaitement à convaincre les Américains. Il se lie d'amitié avec le général Marshall, homme important aux États-Unis. Et on le voit sur la photo, il se sert l'arme à tous les deux. Et véritablement, il va convaincre Marshall qu'en effet, il faut armer l'armée d'Afrique. Et les Américains vont faire le nécessaire. Les Américains vont faire le nécessaire et vont mettre les moyens pour que l'armée d'Afrique soit à la fois en armement, en munitions, livrée en Afrique du Nord. Donc cette mission militaire, elle est importante, et elle montre surtout les qualités de diplomatie de Bétoir. Elle montre des qualités de diplomatie parce que si on est simplement que militaire et qu'on veut faire de la diplomatie, on ne va pas forcément y arriver. Si on ajoute à des qualités de militaire des qualités de diplomate, c'est-à-dire des qualités de négociateur, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses, et Bétoir l'avait compris et il avait ça dans le sang. Donc cette mission militaire aux États-Unis est une réussite. Et il rencontre également Jean Monnet, qui travaillait pour les Britanniques, il ne faut pas l'oublier. Jean Monnet travaillait pour les Britanniques et avait d'excellents contacts avec les États-Unis. Et il va faire bénéficier Bétoir de son réseau, ce qui fait qu'il va permettre à la mission de réussir. Mais en cours d'année, même Bétoir va revenir en France lors de la rencontre entre Giraud et De Gaulle pour la mise en place du Comité français de libération nationale. Bétoir rentre en France, très peu de temps, et rencontre à la fois De Gaulle et rencontre à la fois Giraud. Et quand il rentre aux États-Unis, Bétoir, en parlant à les gens qui travaillent avec lui, dit « Ces deux hommes-là ne peuvent pas s'entendre ». Il a reçu à la fois De Gaulle et Giraud, et il a constaté que c'était un dialogue de sourds entre les deux hommes, et qu'il n'y avait aucune entente possible entre les deux, obligatoirement, il y en avait un des deux qui allait céder par rapport à l'autre. On connaît la suite, on sait que c'est De Gaulle qui va rester, et que Giraud, piètre politique, va s'affaisser contre le général De Gaulle et va partir. Et puis à un moment, Bétoir demande d'être relevé de sa mission de mission militaire aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce que l'opérationnel lui manque. Parce que Bétoir, il veut d'abord combattre. Il veut participer à la libération de la France.
Donc il demande à être relevé de sa mission militaire aux États-Unis, ce qu'il obtient. Il rentre en France, fin 1943, et il rentre au Maroc. Et là, il est chargé de superviser les moyens qui ont été envoyés par les États-Unis, d'aller voir les troupes, comment elles s'entraînent, comment s'entraînent les troupes de l'armée d'Afrique, d'aller les superviser et de rencontrer Delattre, qui est présent également au Maroc, de discuter avec lui, et puis de rencontrer Leclerc qui est à Témara, qui est en train de préparer sa future deuxième de baie pour les opérations suivantes, qui vont suivre. Donc Bétoir se fait à peu près une idée, et à un moment Delattre l'appelle, en avril 1944, et lui dit « De Gaulle veut te voir ». Donc Bétoir lui dit « De Gaulle veut me voir ». « Oui, De Gaulle veut te voir ». Donc il se rend à Alger, et là De Gaulle lui dit à Bétoir, à son camarade de promo, « Je veux que tu sois mon chef d'état-major de défense ». Alors bien sûr c'est un honneur pour Bétoir d'être le chef d'état-major de défense de Gaulle, parce que c'est ni plus ni moins que chef d'état-major, c'est le conseiller militaire, également diplomate de Gaulle. Mais ce qui embête Bétoir, c'est que ça le prive aussi de retrouver un poste opérationnel, un poste de combat. C'est-à-dire qu'il reste quand même chef d'état-major de défense, il n'est pas auprès de ses soldats, il ne participe pas au combat pour la libération de la France. Mais il ne peut pas non plus refuser à De Gaulle d'être son chef d'état-major de défense. Donc il accepte. Il accepte, et bien donc il rejoint De Gaulle comme chef d'état-major, il va être associé à toutes les décisions de De Gaulle, de leur conception jusqu'à la mise en place, que ce soit stratégique, diplomate, politique, tactique, et De Gaulle est content d'avoir Bétoir près de lui. C'est un homme loyal, c'est un homme de compétence, c'est un homme d'action, et c'est un homme aussi de réflexion. Et quand on a ce genre de commandement et de ce genre de responsabilité, on ne peut pas être qu'un homme d'action, on doit être également un homme de réflexion. Et avec Bétoir, il trouve les deux. Donc De Gaulle est très content d'avoir près de lui Bétoir. Donc ils vont s'entendre. Une de leurs premières missions, c'est d'aller rejoindre la Campagne d'Italie pour aller féliciter leur camarade de promotion, Juin, qui a réussi une brillante campagne d'Italie. Et là, on retrouve en Italie, on retrouve Bétoir, De Gaulle et Juin, les trois camarades de promotion de la promotion Fès, ensemble. Brillante campagne d'Italie, trop souvent d'ailleurs passée sous silence, qui sera véritablement une grande réussite. Et puis, le 24 mai, De Gaulle a dit à Bétoir, on va à Londres. Bétoir dit, ben, on va à Londres. Et donc, il accompagne De Gaulle à Londres pour rencontrer Churchill. Alors là, Bétoir le rencontre très bien dans ses mémoires, ça ne va pas être très facile, puisqu'il va assister, Bétoir, à des dialogues sulfureux entre Churchill et De Gaulle. On se souvient des paroles de Churchill, qu'entre Roosevelt et lui, il choisira toujours Roosevelt, et Bétoir raconte vraiment que c'est véritablement de la colère entre les deux. Il y a des dialogues qui sont très durs. Et donc Bétoir essaye d'être le modérateur, parce que lui, Churchill, ça se passe bien, et avec De Gaulle, ça se passe bien. Donc lui, il essaye d'être modérateur, mais c'est vraiment très difficile. Et puis De Gaulle n'accepte pas d'être mis au courant. La dernière intervention, quand Churchill vient le voir le 4 juin pour lui annoncer qu'il y a un débarquement le 6 juin, ça De Gaulle, c'est difficile à passer. C'est difficile à passer, il considère qu'il est de seconde zone. Et quand ils repartent dans l'avion pour Alger, Bétoir, dans ses mémoires, raconte qu'en effet, De Gaulle est très silencieux et très marqué par ce qu'il a vécu. Autant la rencontre avec Eisenhower pour la présentation de l'opération vers l'Ordre s'est très très bien passée, autant la rencontre avec Churchill a été difficile. Et dans l'avion, en retour à Alger, Bétoir en effet comprend que De Gaulle en est quand même un gros. Et puis donc, le débarquement, bien entendu, arrive le 6 juin 1944, c'est l'opération vers l'Ordre. Et puis le 14 juin, Bétoir et De Gaulle vont refouler le sol de France. Bétoir accompagne De Gaulle. À Courseulles, quand il débarque, Bétoir monte dans la Jeep de Gaulle. Donc Bétoir est véritablement le vrai conseiller de Gaulle. Il l'accompagne jusqu'à Bayeux, pour faire ce discours. Et Bétoir voit que tout le monde acclame De Gaulle. Il l'écrit, il dit c'est le sauveur qui arrive. Et De Gaulle, qui est un personnage qu'on connaissait peu en France, qu'on l'avait peu vu, et là c'est véritablement les applaudissements. Et Bétoir considère que c'est une des phases qui va le plus marquer pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cet accueil que reçoit De Gaulle, et lui-même par la même occasion, par la population française à Bayeux. Alors ils vont rester très peu de temps en France, puisque le 15 juin ils repartent en Angleterre, et là dans l'avion, Bétoir demande à De Gaulle s'il peut cesser son poste de chef d'état-major, s'il peut vraiment le renvoyer en poste opérationnel, parce que lui, il constate qu'on se bat partout et que lui, il va louper.
il va louper cette libération de la France, c'est que lui, chef militaire, il veut combattre. Et là, De Gaulle lui dit oui, je vais te laisser rejoindre le combat opérationnel, et tu vas rejoindre la première armée, enfin l'armée B à l'époque, du général de Lattre de Tassigny. Le remplaçant d'ailleurs de chef d'état-major de la défense de Bétoir sera Jeun. Donc on reste entre camarades de promotion. Et donc Bétoir va rejoindre donc, de Lattre de Tassigny en août 1944. Alors dans un premier temps, de Lattre de Tassigny le laisse en Italie. Il ne va pas participer au débarquement de Provence, le général Bétoir. Il va rester en Italie, préparer justement la future première armée pour les futurs combats. Mais il y aura quand même un Bétoir qui va faire le débarquement de Provence. Il y a Hilaire Bétoir, qui est le fils du général Bétoir, qui débarquera en Provence, qui se fera le débarquement de Provence, et qui va faire toute la campagne d'ailleurs, comme son père. Donc il y a quand même un Bétoir qui fait le débarquement de Provence. Voilà. Donc Bétoir arrive finalement début septembre rejoint de Lattre, et de Lattre va lui confier le premier corps d'armée, donc de la première armée. Le deuxième corps d'armée sera confié à de Montsabert, deux grands chefs militaires. Et bien entendu, c'est la campagne de la première armée qui commence avec la campagne des Vosges, la campagne d'Alsace, la campagne d'Allemagne, de très brillantes campagnes, mais des campagnes très difficiles. La campagne des Vosges a été très 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 difficile. La campagne des Vosges, c'est une guerre d'opposition, dans des conditions climatiques de froid, glacial, qui vont enfin, pour les soldats, ça va être très très dur. D'autant plus que les Féfis ont arrivé, on va refaire un peu un amalgame parce qu'on va enlever les troupes coloniales. Et la campagne des Vosges, c'est une brillante campagne, avec la bataille de Belfort, la victoire de Belfort. On a une photo où on voit Bétoir avec de Lattre, Rovers et Montsabert devant le lion de Belfort. La campagne d'Alsace, c'est une campagne aussi très dure, avec la poche de Colmar en janvier 1945, la prise de Colmar en février 1945, et puis la campagne d'Allemagne. Donc c'est véritablement... Et là, Bétoir montre des qualités de chef. Il revient sur le terrain, il montre sa capacité opérationnelle, il maîtrise l'art opératif, la stratégie, la technique de façon remarquable. Il peste sur le manque de munitions, ça c'est sûr, il pèse sur le manque de munitions, d'armement, mais il se bat. Il se bat, et à un certain moment, donc il va arriver, il va franchir le Rhin. Il franchit le Rhin le 16 avril 1945, et puis on le retrouve, il traverse la forêt noire, et son Excellence, il va arriver au col de l'Adrien en Autriche, très rapidement en 1945. Donc, le 6 mai 1945, il arrive en Autriche. 2 jours après, c'est la capitulation, bien entendu. Et là, il va être nommé compagnon de la Libération. Bétoir est fait compagnon de la Libération en juillet 1945. Reconnaissance de son engagement, reconnaissance de ses compétences pour la France, et c'est un homme de devoir, un homme d'honneur, et sa récompense, c'est d'être nommé compagnon de la Libération. Avant de continuer, je voudrais m'arrêter 2 minutes sur les relations entre de Lattre et Bétoir. Les relations, alors ce sont 2 amis qui se sont connus très jeunes, mais les relations ont parfois été compliquées. Ce sont 2 tempéraments complètement opposés. D'un côté, vous avez le roi Jean, qui est un homme flamboyant, qui est un homme de communication, c'est un homme ambitieux, un peu théâtral et colérique. Et puis vous avez le général Bétoir, c'est un taiseux, c'est un discret, c'est un homme qui aime travailler dans le silence. 2 tempéraments assez opposés. Et quelquefois, Bétoir va devoir affronter les colères de Lattre. Et quand de Lattre se mettait en colère, ça pouvait être avec n'importe qui, c'était des colères. Et Bétoir, les excès d'humeur de Lattre, parfois, ça l'a quand même assez irrité, notamment pendant la campagne des Vosges. Pendant la campagne des Vosges, ils vont avoir des différends sur la manœuvre opérationnelle mise en place pendant la campagne des Vosges et sur la tactique employée. Bétoir va contester, en effet, quelquefois quelques prises de décision de Lattre. Bétoir considérait que de Lattre prenait trop de temps, ne mettait pas en place la bonne solution et n'était pas écouté. Et là, en effet, les 2 hommes vont avoir des divergences d'opinion en matière d'opérationnel. Et à un moment, de Lattre va accuser Bétoir d'indiscipline intellectuelle. Et là, Bétoir n'admet pas. On ne peut pas l'accuser d'indiscipline intellectuelle. Il peut y avoir des divergences, mais ce n'est pas de l'indiscipline intellectuelle. Et Bétoir demande à être reçu par de Lattre. Et de Lattre le reçoit le 7 décembre 1944 dans son bureau. Ça doit être 2 amis, il y a une discussion d'hommes, et Bétoir demande à être relevé de son commandement.
le 7 décembre. Il demande d'être relevé carrément de son commandement, devant le comportement de Delattre et devant ces mots qu'il emploie envers lui. Delattre comprend qu'il a peut-être exagéré, qu'il a surtout besoin de Bétoir et qu'il va falloir qu'il assagisse un petit peu. Donc Delattre commence à réentamer une discussion et puis finalement ce sont deux amis. Et finalement l'amitié reprend ses droits et ils finissent par s'embrasser tous les deux. Et finalement, à la fin, Delattre va appeler Bétoir mon premier vicaire. Pendant toute la fin de la guerre, Delattre appellera Bétoir mon premier vicaire. Mais ça a été quand même très houleux entre les deux hommes, il faut le dire. Ça a été très très houleux. Donc fin de la guerre, et le général Bétoir a un premier poste qui est commandant en chef dans un premier temps en Autriche. Vous savez que l'Autriche va être divisée en zones d'occupation, comme l'Allemagne, occupée à la fois par l'URSS, par la Grande-Bretagne, par les États-Unis, et la France aura une zone d'occupation. Une zone d'occupation au Tyrol du Nord, au Vorarlberg, et 4 districts de la ville de Vienne. En 1946, Bétoir est nommé haut-commissaire de la République en Autriche. Haut-commissaire de la République en Autriche, c'est un poste très important. Et si on lui confie ce poste, ça veut dire également qu'on considère que Bétoir a toutes les qualités nécessaires pour travailler en bonne collaboration avec l'Autriche. Alors l'Autriche sort de la guerre avec énormément de difficultés. L'Autriche a été quand même un pays qui a subi énormément de destruction pendant la guerre. Et c'est un pays qui doit se reconstruire. Et quand Bétoir arrive donc dans la zone occupée française, il a une excellente initiative. Une initiative qui va immédiatement plaire à la population autrichienne. Il va mettre au poste frontière Autriche, pays ami. Il va mettre une pancarte Autriche, pays ami. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas en Autriche en occupant, mais il arrivait en Autriche pour aider l'Autriche à se redresser et se repartir et se reconstruire. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ce que ne feront pas d'autres pays en zone d'occupation autrichienne qui n'arriveront pas forcément, qui arriveront toujours dans cette idée d'occupant. Donc là, Bétoir tombe sous le charme de l'Autriche très rapidement, très rapidement, et de sa population. Et il voit par contre que son travail est immense. Son travail est immense. Il y a un ravitaillement déjà à faire par rapport à l'Autriche. L'Autriche est démunie de beaucoup de choses. Et donc il demande à la France d'amener du ravitaillement en Autriche très rapidement. Ce qui se fait, ce qui permet donc de permettre à la population autrichienne d'être ravitaillée. Il demande également à la France de baisser ses frais de réparation par rapport à l'Autriche. L'Autriche, en tant que zone occupée, devait payer à la France donc, des frais d'occupation. Et Bétoir donc, demande à la France de diminuer de moitié les frais d'occupation, de façon à ce que l'Autriche ne soit pas punie économiquement et puisse se rebâtir et repartir. Chose très importante. Ensuite, il va essayer d'imposer la culture, de travailler au niveau culturel avec l'Autriche. Très important, de rassembler les Français qui sont présents et les Autrichiens. Alors ça va passer par la culture, ça va passer par la mise en place de lycées français. Un lycée français dans le Tyrol à Fulp et un lycée français à Vienne qui accueillera à la fois des Autrichiens et qui accueillera à la fois des Français. Et là, on est véritablement dans des liens d'amitié qui commencent à se mettre en place. Et puis, il y a une des volontés de Bétoir, c'est d'empêcher et de faire tout son possible pour que l'Autriche ne tombe pas sous le joug soviétique. C'était sa crainte. C'était sa crainte à Bétoir, c'est de voir l'URSS envahir l'Autriche et en faire, on est quand même au début de la guerre froide, et la faire tomber dans le rideau de fer. Et donc il va tout faire également avec les Autrichiens, puisqu'il travaillera toujours en collaboration avec les Autrichiens, et toujours en demandant ce que pensaient les Autrichiens. Il ne va jamais décider tout seul en tant que haut-commissaire, il va toujours prendre des décisions avec les Autrichiens, ce qui est très important. Et donc il va permettre, je pense, qu'il fera partie des gens qui vont permettre à l'Autriche de garder leur certaine indépendance et d'éviter de tomber sous le joug soviétique, même si les soviétiques vont très rapidement sauter l'Autriche parce qu'ils sont plus intéressés par la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie que l'Autriche. Mais c'est cette force de conviction, cette force de persuasion et puis cette qualité de diplomate
qui va faire qu'il va véritablement lier avec l'Autriche des liens d'amitié. Et quand je parle de liens d'amitié, je parle sous le contrôle de sa petite-fille, je pense que Bétoir était vraiment amoureux de l'Autriche. Et les Autrichiens vont bien lui rendre d'ailleurs, vont bien lui rendre par la suite. Et même de nos jours, je pense que Bétoir est plus connu en Autriche qu'en France. Ça paraît paradoxal, mais dans certains endroits de l'Autriche, Bétoir est plus connu en Autriche qu'en France. Et plus célébré même en Autriche qu'en France. Donc je pense que c'est très important et il va véritablement contribuer à la construction de l'Autriche, qu'il considère comme un grand pays, qu'il considère comme un pays qui a des valeurs, et des valeurs qui correspondent à ce que Bétoir attendait. Et donc il restera, je pense, ce sera un excellent commissaire de la République en Autriche. Il va terminer son poste en 1950, et il va rentrer en France, mais on verra, l'Autriche va garder, malheureusement quand il va s'éteindre, va savoir l'honorer. Au début des années 1950, il rentre en France. Là, il met fin à sa carrière militaire, Dans un premier temps, il va se consacrer à notamment être président de la Flamme, président du Souvenir de la Flamme. Il va être un président de la Flamme pendant quelques temps. Et puis, il va décider de se lancer dans une petite carrière politique qui va devenir grande. Et le premier élément qui va le faire lancer, c'est la problématique de la communauté européenne de défense. C'est un homme européen, c'est un Européen convaincu, qui considérait que la communauté européenne de défense avait toute sa place, notamment dans la construction de l'Europe. Donc il va faire un très grand article dans le Figaro, développant le pourquoi il défendait la communauté européenne de défense. Et bien entendu, dans le milieu militaire, il va se heurter à des gens qui vont être antisédistes. Alors lui, il était sédiste comme l'était le général Elie, comme était son camarade aussi de l'Armina. Et donc, parmi les antisédistes, il y aura Juin, il y aura Koenig, et puis il y aura le général de Gaulle. Donc ils vont avoir en effet des divergences d'opinion sur la communauté européenne de défense. Bon, on connaît la suite, la communauté européenne de défense ne sera pas ratifiée par l'Assemblée française, et il mourra de sa belle mort. Et puis en 1955, il se porte candidat pour être sénateur, et il est élu sénateur. C'est sénateur pour les représentants, les citoyens français, notamment à l'étranger. Et il va totalement s'investir, il va être principalement dans les commissions de défense, dans les commissions des affaires étrangères, ce qui le caractérise le plus, et il va s'investir, alors ça sera toujours un homme pondéré, c'est ce qui ressort quand on lit les consultations des Sénats, c'est l'homme pondéré, l'homme qui savait calmer, qui écoutait les autres, qui donnait son avis, parce que c'est quelqu'un qui était capable de donner son avis et puis de le défendre, mais qui était toujours un homme pondéré, et qui écoutait. Il va rejoindre le MRP également, de Tetjen, et donc en 1960, on va lui donner une nouvelle fonction, une fonction très importante, puisqu'il va être président de la conférence des parlementaires de l'OTAN, ce qui est quand même un poste très important en période de guerre froide, je rappelle. Période de guerre froide, il est président pendant 1 an de la conférence des parlementaires de l'OTAN, il va y rester 5 ans à la conférence des parlementaires de l'OTAN, et donc il va donner des idées, il va défendre des idées sur tout ce qui se passe, il va notamment à la crise de Cuba, il va vivre la crise de Cuba, l'assassinat de Kennedy avec toutes les répercussions que ça peut avoir, la guerre froide, il portera un avis très important, donc on voit que c'est un homme qui est plus qu'un chef militaire ou qui est plus qu'un diplomate, je dirais qui est presque l'homme du chef d'État. Sans forcément le grossir. Mais c'est un homme qui avait une dimension politique très élevée. Après, il va avoir des divergences aussi sur quand De Gaulle pour l'OTAN, va retirer Israël contre. Il va voter pour la nomination du général De Gaulle en 62, puisque c'était les grands électeurs il défendra De Gaulle. Et puis donc, après sa carrière politique va prendre fin petit à petit. Alors il va avoir également beaucoup de chagrin pendant ces années-là, parce qu'il va perdre des camarades, il va perdre Delattre en 52, il va perdre Delormina en 62, Delormina qui va se suicider parce qu'il était désigné pour être le président du juge du tribunal pour l'Algérie, et donc il se suicidera plutôt que d'être président du tribunal. Donc c'était un camarade de Bétoir, il sera très chagriné. Juin va décéder en 1967. Il en sera très chagriné. Et puis, bien entendu, il sera très chagriné par le décès du général de Gaulle en novembre 70. Bien entendu, c'est son camarade de promotion, c'était son ami, ils auront des relations. Il y a beaucoup de lettres échangées entre Bétoir et de Gaulle où on voit qu'ils étaient très proches, et il sera vraiment très, très, très atteint par la mort du général de Gaulle.
Sa carrière politique un peu terminée n'empêche que l'homme est toujours actif. C'est un homme qui ne pouvait pas s'arrêter de toute manière, c'est un homme qui était un homme de volonté, c'est un homme qui était toujours très très très... et c'est un écrivain, et un grand écrivain. C'est un écrivain, c'est un homme de lettres, hein, il agit par l'action, et il pense aussi, c'est un homme de réflexion, et une réflexion très élevée, et il va écrire, son premier livre c'est sur la bataille de l'Autriche, un très bon livre, très très bon livre, c'est son expérience en Autriche. Il le raconte, et je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, c'est un très bon livre, La bataille de l'Autriche, donc c'est vraiment son premier livre. Il va être très attaché à l'Autriche, puisqu'il va écrire 2 autres livres en relation avec l'Autriche. Il va écrire une biographie de Metternich, hein, une très excellente, et puis Eugène de Savoie également. Hein. Il va écrire 3 livres en relation avec l'Autriche, dont on voit qu'il y a même ses rapports avec l'Autriche sont très importants. Il va écrire ses mémoires. Hein, ces mémoires qui partent de 1914 dans un premier temps jusqu'à le début de la Seconde Guerre mondiale, et puis un autre livre sur ces 5 années de Seconde Guerre mondiale. 2 très bons livres de mémoire qui sont très importants, notamment après pour la mémoire et pour l'histoire de Bétoir. Et puis ça va être une des grandes plumes du Figaro. On l'oublie souvent, dans les années 60-70, c'est une grande plume du Figaro. Il a la première page du Figaro la plupart du temps, hein, sur des articles de réflexion. Il donne son avis, et le Figaro le considère, quand on discute avec les gens du Figaro, j'ai eu l'occasion dernièrement de discuter avec Yves Tréhard, qui est le rédacteur en chef adjoint du Figaro, et Bétoir reste véritablement, au sein du Figaro, une des plus grandes plumes, malgré les années qui passent. Et je suis persuadé que maintenant personne ne se souvient que Bétoir a écrit au Figaro, et c'est une des grandes plumes, et il est très marqué, donc une des grandes plumes du Figaro. Voilà, donc dans ses écrits, et puis il écrira dans nombreuses... il va écrire dans la revue Défense nationale d'excellents articles également, hein, très longs, toujours très pointus, il est toujours très précis dans ses écrits. Et puis, bien, le temps passe, le général Bétoir vieillit, hein, et puis, bon, le 17 octobre 1982, très affaibli, il meurt à Fréjus, et il a 92 ans, à 2 mois d'avoir 93 ans. Hein, 2 mois plus tard, il avait 93 ans. Et donc, il disparaît, il s'éteint. 4 jours plus tard, il y a une cérémonie nationale qui est donnée à la Cour des Invalides. Hein, une très belle cérémonie qui est donnée en son honneur à Bétoir. Le cercueil est porté à la fois par les chasseurs alpins, par les légionnaires, et par aussi des gens de la brigade polonaise aussi qui viennent. Hein. Et puis, il y a une délégation autrichienne qui est très importante, ce jour-là. Très 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 importante. Quand la cour des Invalides est traversée, on le voit pratiquement que les Autrichiens avec leur uniforme qui sont présents et qui honorent véritablement Bétoir parce qu'il y a ce lien d'amitié avec l'Autriche. Il est donc belle cérémonie aux Invalides. Il est enterré quelques jours plus tard au Rue, qui est une commune dans la Somme, qui est une commune dont était à l'origine les Bétoirs, et il est inhumé au cimetière de la commune de Rue. Quelques années plus tard, 18 ans plus tard, Saint-Cyr va donner le nom d'une promotion au nom du général Bétoir. C'est la promotion 2000-2003 hein, qui va prendre le nom de promotion du général Bétoir. Et puis, chaque année, depuis sa mort, les Norvégiens honorent aussi Bétoir. À Narvik, il y a régulièrement des célébrations. Bétoir tenait beaucoup à ce que le cimetière de Narvik, c'est lui d'ailleurs Bétoir qui est à l'origine de l'entretien du cimetière de Narvik où les morts français et norvégiens ont été mis. Et chaque année les Norvégiens tiennent à honorer Bétoir, soit au cimetière de Narvik ou soit même pour d'autres célébrations. Il est véritablement encore très honoré. En Autriche c'est pareil, chaque année Bétoir est salué. Il y a une rue, il y a un pont à Innsbruck qui porte le nom de Bétoir. Voilà, tout à fait. Le lycée français est encore célèbre, hein, et donc sa mémoire, elle reste ancrée. Voilà ce que je pouvais dire. On pourrait encore en dire beaucoup de choses sur le général Bétoir. Il y aurait chaque chapitre de sa vie, c'est une conférence pratiquement. C'était un homme de devoir, un homme d'honneur. Donc je pense que vous en savez un petit peu plus, mais pas tout à fait. Il faut lire le livre pour en savoir beaucoup plus. Hein, et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je pense que c'est un homme qui était inconnu. Il y a une certaine injustice, je pense, qui a été réparée, mais il mérite véritablement de retrouver une certaine notoriété dans le monde militaire et dans le monde même civil. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci à notre conférencier Jean-Paul Huet, merci pour cette conférence brillante. Alors, une vie bien remplie, une vie au service de la France, hein, sur tous les plans. On l'a vu, effectivement, vous avez peut-être des questions, quelques questions à poser à Jean-Paul Huet. Donc si vous avez... N'hésitez pas, je suis corvéable à merci. Voilà, n'hésitez pas, on va vous demander. Allez-y. Oui, c'est à propos de ce qui s'est passé avant le 8 novembre, juste avant le 8 novembre, parce que vous avez parlé de la participation de Giraud, en fait, mais il me semble qu'il avait été contacté par Dastier ou Rigaud, qui était venu en fait au Maroc le contacter pour lui parler du débarquement et que enfin, il a quand même eu je pense une part importante dans le fait qu'il a essayé déjà de convaincre Noguès d'accepter les Alliés, et que Noguès a refusé, qu'il l'a mis aux arrêts. Enfin, je pense qu'il... Vous parlez de Giraud, là? Je parle de Bétoir. De Bétoir, d'accord. Non, mais Bétoir, de toute manière, tout à fait, il a totalement participé à la mise en place, à la préparation du débarquement. Il avait contacté, comme je l'ai dit dans la conférence, des réseaux de résistance, hein, que ce soit au Maroc, mais il avait écho, bien entendu, de réseaux de résistance en Algérie, qui était le principal réseau de résistance. Tout est parti de l'Alger, hein, le réseau de résistance. Mais Noguès, avec Bétoir, n'a pas été loyal, je veux dire. N'a pas été loyal parce que Noguès avait donné des missions à Bétoir qu'il a remplies. Alors, certes, Bétoir a rempli ses missions d'un pas léger, tout simplement parce qu'il considérait qu'il n'était pas là pour aider non plus les commissions d'armistice allemandes et italiennes. Il leur donnait tous les pouvoirs, donc il a freiné. Mais il avait confiance en Noguès. Et il pensait véritablement que Noguès, le jour du débarquement, allait se rallier et allait aider les Alliés à débarquer. Et il se rend compte que quand il arrive chez Noguès, il est arrêté, pratiquement fusillé. Donc je suis très dubitatif quand même sur le comportement de Noguès. Un double jeu quand même. Un double jeu. Même si Noguès était avant la guerre un excellent soldat, il était connu dans le milieu des armées. C'est pas pour rien que De Gaulle lui a proposé tout au début de le rejoindre sur la France libre et de le rejoindre près de lui de façon à l'accompagner. Et Noguès, je pense, a quand même manqué le jour du débarquement d'une certaine réflexion et d'un certain recul. Il a tout de suite fait tirer les troupes vichistes sur les Alliés, et sa Bétoir ne pouvait pas l'accepter. Oui, mais la connexion, vous avez parlé vraiment comme si c'était Giraud qui avait... Giraud, quoi qu'on en pense de Giraud, quoi qu'on en pense de l'après, Giraud a quand même eu un impact parce que Giraud avait toute confiance en Bétoir, et Giraud et Bétoir se sont entendus, ont parlé ensemble. Et Giraud, quand il a donné la division de Casablanca à Bétoir, c'est parce qu'il savait que Bétoir allait tout faire pour, en effet, mettre l'armée d'Afrique en route, et qu'il allait participer, aider les Alliés lors du débarquement. Donc Giraud a participé, en effet participé au profit du débarquement. Après, Giraud n'avait pas non plus... il a très vite été relevé. Quand Darlan est arrivé, Giraud a été effacé totalement. Hein. Darlan a pris le pas. Ce qui fait que Giraud, il a eu un rôle, mais pas un grand rôle non plus. Son Excellence. Merci, Monsieur Huet, et merci pour l'invitation. Pour moi, comme représentant de l'Autriche, c'était une invitation qui était la bienvenue parce que, comme vous l'avez déjà dit, le général Bétoir, il est peut-être plus connu en Autriche en général qu'ici en France. Et en fait, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de reconnaissance et des remerciements même pour les activités et le rôle que le général a joué en Autriche après la libération, occupation, libération. Là, bien sûr, il y a une dichotomie, mais
D'abord, je suis d'accord, chaque chapitre du général Bétoir ouvrirait déjà une conférence, mais je voudrais faire une petite contribution du point de vue autrichien au rôle du général Bétoir. D'abord, la question, quelle est la fonction, la liberté d'un homme dans un système, le système militaire français, l'après-guerre, l'occupation et la partition de l'Autriche à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors le système ou la structure est claire, l'Autriche était vaincue. En même temps, il y avait un intérêt commun des Alliés et de la France et de l'Union soviétique de recréer l'Autriche, parce que recréer l'Autriche et renforcer l'Autriche, ça voulait dire affaiblir l'Allemagne. Et ça, c'était sans doute un but commun aussi des Soviétiques. Alors, c'est pas vrai que les Soviétiques avaient un intérêt de détruire ou de partager l'Autriche comme c'était le cas avec l'Allemagne. Et la preuve la plus intéressante pour moi comme historien aussi, mais aussi comme autrichien, c'est le fait que l'Autriche, à Vienne, la capitale de l'Autriche, Vienne, n'était jamais partagée comme c'était le cas à Berlin. Mais l'Autriche, à Vienne, il y avait un arrondissement, le centre-ville, qui était co-administré par tous les 4 forces alliées. Et le général Bétoir était un des 4 commandant du premier arrondissement de Vienne. Alors ça, c'est vraiment une anecdote historique assez intéressante que Vienne, le premier arrondissement, n'était jamais partagé, même dans le pire moment de la guerre froide. Le premier arrondissement était co-allié, co-administré par tous les 4 forces alliées. Et le deuxième élément, et vous l'avez déjà clairement dit dans votre présentation de cette biographie que je vais lire avec grand intérêt et grand plaisir, je suis sûr, c'est le fait que le général Bétoir a traité l'Autriche dès le début comme pays ami. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qui était très bienvenu en Autriche, dans le secteur ouest, alors le Tyrol et le Vorarlberg. Et pourquoi? C'est une chose qui est peut-être peu connue ici en France, mais pour le Tyrol, c'est essentiel. C'était les Français qui ont tué, qui sont responsables pour la disparition du grand héros de la résistance tyrolienne contre Napoléon. C'était Andreas Hofer. Voilà, vous le connaissez peut-être, mais ça c'est quelque chose qui était très important pour le rôle du général Bétoir au Tyrol. Qu'il a accepté, qu'il a même déposé un geste au monument d'Andreas Hofer. Et là, c'est quelque chose qui est énorme pour les Tyroliens. Je crois que déjà avec ce geste, il aurait gagné déjà la sympathie et reconnaissance des Tyroliens. Mais ce n'est pas le seul fait, mais il a aussi aidé à créer un forum intellectuel à Alpbach, le forum européen de Alpbach, qui a aussi contribué de remettre l'esprit autrichien en santé, je dirais, après toutes les folies du national-socialisme. Le général n'a pas seulement contrôlé ou administré le Tyrol, mais il a vraiment recréer ou aider à recréer un esprit démocratique pro-européen, et ça c'est énorme, et ça c'est quelque chose bien sûr qui me touche moi comme plutôt jeune diplomate. Alors malheureusement je n'ai pas connu le général, mais là je suis comme autrichien reconnaissant au rôle qu'a joué le général Bétoir. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions. Oui. À propos du Tyrol, est-ce qu'il est intervenu entre l'Autriche et l'Italie? Comment intervenu? Intervenu, parce que vous savez, il y a le Tyrol du Sud qui est italien, et est-ce qu'il a participé, enfin, est-ce qu'il a conseillé? Non, pas pour la problématique avec l'Italie, non. Parce que là, il y avait déjà... Il s'est recentré exclusivement sur sa mission de haut-commissaire en Autriche, et il n'a pas dépassé cette mission. Et je suppose qu'il y avait aussi l'impératif politique, ça c'était une chose
clarifié sur le plus haut niveau et il ne pouvait que... Tout à fait. Il avait ni limite droite ni limite gauche, comme on dit, il ne pouvait pas déborder de sa mission autrichienne. Puisqu'il était si proche de De Gaulle, comment se fait-il qu'il soit si peu connu en France? Et parce que dans toutes les biographies qui ont été faites sur De Gaulle, il a une part importante. Parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, vous savez, dans notre histoire, on parle souvent des mêmes. On parle souvent des mêmes. On oublie parfois des gens qui ont donné de leur personne, qui ont eu un rôle essentiel. Et peut-être quelquefois on veut se voiler la face volontairement. Mais je pense que Bétoir, je pense que dans les années 60-70, il était connu. Il était encore très très connu. Et au fil du temps, et les historiens en sont les premiers responsables, on y est tous responsables. Puisque je pense que je trouve totalement, ça me paraissait totalement impossible de voir qu'en 2021, aucun livre n'avait été écrit sur lui. Alors que je vois que des sommes de livres ont été écrits sur différents personnages, dont certains, je me demande comment se fait-il qu'autant de livres ont été écrits sur certains, et sur Bétoir, je n'en voyais pas un, et ça m'a, je l'avoue franchement, ça m'a révolté, et j'ai décidé de prendre l'écriture, en effet. Et je pense qu'il y en a d'autres comme ça, il y en a 2 ou 3 qui me viennent pas à la tête, mais il y a 2 ou 3 autres qui mériteraient le fait aussi d'être... Et je pense que le problème, c'est la médiatisation. Bétoir était un taiseux, et Bétoir ne parlait jamais d'ailleurs de ses faits d'armes, très peu, très peu. Même auprès de ses proches, souvent il avait du mal à en parler, parce qu'il le gardait pour lui. Il ne se considérait pas comme un héros, il avait fait son devoir, et donc c'est un taiseux. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, quand André-Pierre Mariano, qui est le préfacier de ce livre, qui est le mari d'une de l'autre petite fille du général Bétoir, avait envisagé il y a 40 ans d'écrire ce livre. Et ses enfants, à l'époque, considéraient, ils lui ont répondu, ça n'intéressera personne. Ça n'intéressera personne. Déjà, ils avaient pris, il y a 40 ans. Et c'est dommage, en effet, c'est dommage, mais je pense que là, maintenant, ça y est, on connaîtra Bétoir. On va peut-être donner le micro à la petite fille du général Bétoir. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je voulais vous dire, effectivement, mon grand-père était un homme d'action avant tout. Et il a travaillé vraiment pour la France. Et je dirais que, pour connaître un peu le milieu politique, il y a des similitudes quand même entre les hauts gradés militaires et les hommes politiques. Et il y a ceux qui... voilà. Mon grand-père était un homme de terrain. Et c'était pas un homme qui était là pour travailler à sa gloire tout le temps. Voilà. Ça ne l'intéressait pas. Et nous, ces petits-enfants, il nous a partagé son amour du voyage, son amour de l'Autriche, qui était vraiment extrêmement présent, et son amour aussi de la Norvège. Voilà. Et il nous parlait sans cesse du Tyrol. Voilà. Donc, on a... voilà, et puis c'était un homme qui était profondément européen avant l'heure. Alors je ne sais pas s'il se reconnaîtrait aujourd'hui complètement sur ce qui arrive en Europe, mais voilà, il faisait partie des précurseurs sur l'intérêt de l'Europe, et pas simplement sur le plan de la défense. Voilà. Je dirais, pour terminer, que sa personne comptait peu, et ce qui comptait, c'était les grandes causes sur lesquelles il s'est investi. Alors, la défense de son pays, et c'est vrai que quand on lit son livre sur la guerre de 14, cette façon qu'il a eue, et qu'ont eu tous ces jeunes soldats, de donner leur vie pour leur pays, c'est quelque chose qui est très loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire, la cause de la France était vraiment importante. En tout cas, un grand merci à Jean-Paul Huette d'avoir consacré du temps donc, à la biographie de notre grand-père. On est très heureux et voilà, et très, très ému. Et merci à vous. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors, on va vous apporter le micro. On vous entendra mieux. Je trouve que ce que vous avez dit était très intéressant sur les rapports entre Delatte et Bétoir. Parce qu'en fait, ils avaient une conception radicalement différente de la façon de traiter les hommes. Et ça m'a fait penser, quand Bétoir demande à être relevé de son commandement, ça m'a fait penser à la réaction de Leclerc, quand Leclerc était sous les ordres
de Delattre. Enfin, il a dit plus jamais, parce que Delattre m'a fait perdre en une bataille autant d'hommes que j'en ai perdu dans toute la guerre. Et ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et en vous écoutant, c'était extraordinaire la façon dont vous avez parlé de cet homme. Et il m'est venu à l'idée d'un parallèle, d'ailleurs une conférence qui a eu lieu ici, entre Dio, le connétable de Leclerc, parfaitement inconnu, à peu près le même genre de caractère, un homme taiseux, très humble et un grand soldat, et Bétoir, le premier vicaire de Delattre. Et il y a un parallèle qui est étonnant. Enfin, c'est la réaction que j'ai. Merci beaucoup. Vous avez entièrement raison, et je crois qu'une des préoccupations premières de Bétoir, c'était toujours d'économiser le sang de ses hommes. Comme le clerc. Comme le clerc. La vie de ces hommes, c'était toujours la chose, c'est comme ça qu'il J'ai une simple remarque à faire. Est-ce qu'il serait possible de republier ces mémoires, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale? Ça serait peut-être utile. Je peux en parler à mon éditeur. Alors on en trouve de temps en temps sur Internet. On les retrouve encore un petit peu. J'ai même trouvé le livre de l'Alpin. J'ai acheté le livre de l'Alpin il y a 2 ans. On le retrouve encore un peu sur certains sites. Parfois à des prix faramineux. Oui, parfois à des prix. Mais oui, de toute manière, les mémoires de ces gens-là, qu'on ne lit plus maintenant d'ailleurs, qu'on a tendance à ne plus lire, sont très importantes parce qu'elles contextualisent toujours les choses. Nous, on a le recul, on analyse les choses différemment parce qu'on est sachant de ce qui s'est passé. Ces gens-là, bon, même si les mémoires sont toujours à prendre toujours avec sélective, parce que les mémoires, ça reste des mémoires. Mais je pense qu'elles sont très intéressantes parce que c'est le personnage qui a écrit ces mémoires, qui sont ressentis. Et ça, c'est très important. Et de toute manière, quand on fait ce genre de livre, si on n'a pas lu, si un historien ne lit pas les mémoires par exemple, si j'avais pas lu les mémoires de Bétoir pour écrire ce livre, je l'aurais pas raconté de la même façon. Je l'aurais pas raconté de la même façon parce qu'on est obligé de se servir de cette mémoire de ces gens-là et de ce qu'ils ont écrit. Parce qu'ils étaient présents. Ils ont ressenti ce que nous, on est incapable de ressentir dans notre fauteuil actuellement aujourd'hui. Même si on peut c'est impossible. Donc ces mémoires sont très importantes avec lui. Toutes les mémoires sont importantes. Toujours en prenant la nécessité du recul quand même sur les mémoires. C'est un homme de terrain, donc ça doit être assez exact. Oui, c'est précis, c'est concis, tel qu'un chef militaire sait écrire. C'est précis, c'est concis, mais c'est pas abusif. C'est pas abusif, c'est-à-dire qu'il ne se met jamais en première ligne. C'est ce qui ressort de ses mémoires, il ne se met jamais en première ligne. Il parle de lui, mais il n'oublie jamais de parler des autres, et notamment de ses soldats. Parce qu'il correspond au personnage. Qu'il était dans la vie d'ailleurs, même après. Eh bien, merci pour vos questions, merci à toutes et à tous, et surtout, encore une fois, un grand merci à notre conférencier Jean-Paul Huet pour avoir si bien mis en lumière aujourd'hui le général Antoine Bétoir. Merci, encore une fois, on va applaudir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.